Bonjour, bienvenue sur Tao. Après les premières vidéos sur le choix des bateaux qui sont portés essentiellement sur la stabilité des voiliers, je vais maintenant un peu parler de cas concrets. Premier cas concret que je vais traiter, ce sont les multicoques, donc catamaran et trimaran. Alors, il y a une nouveauté sur mes vidéos maintenant, c'est qu'il y a un sponsor. Le sponsor, c'est moi-même, puisque j'ai créé tout récemment une société de conseil personnalisé en achat de voiliers et d'expertise de pré-achat. Mon but, c'est en fait de vous accompagner, que vous soyez des marins néophytes ou des confirmés, pour vous aider à préciser vos projets et vos besoins, et puis après de vous aider à choisir un voilier adéquat parmi toutes les annonces que l'on peut trouver. Si besoin, allez avec vous l'expertiser, une expertise de qualité d'une journée ou 2 journées si le bateau est assez compliqué. Et puis je peux aussi vous conseiller dans sa préparation en vue de lointains voyages. Voilà, n'hésitez pas à aller visiter mon site, je mettrai le lien dans la description en dessous de la vidéo. Alors, pour refaire le lien avec les vidéos précédentes, la stabilité. La stabilité des multicoques est due exclusivement à la stabilité de forme, c'est-à-dire grâce à leur largeur. Pour de nombreux bateaux, surtout par exemple si vous prenez des catamarans de style Bali, la, la, le centre d'inertie du voilier est bien au-dessus du centre de carène. Donc ça veut dire que c'est des bateaux qui par le poids sont assez instables. Donc vraiment c'est la stabilité de forme qui fait qu'ils naviguent à l'endroit. Donc il ne faut pas croire qu'un multicoque ne peut pas chavirer. Même des multicoques de type Bali, Lagoon, etc. Il y avait eu pas mal d'articles dans les années 2000 sur ce sujet-là, parce qu'il y avait eu quelques accidents. Et encore dernièrement, l'année dernière, il y a eu un accident sur un catamaran qui a chaviré sur une traversée de l'Atlantique. Enfin, au moins un que je connais. Quoi. Voilà. Donc ce sont des bateaux où il faut avoir conscience de ça, même si en réalité, naturellement, c'est extrêmement rare, parce que pour plusieurs raisons, parce que les gens qui naviguent font quand même relativement attention, mais en plus, de toute façon, souvent, c'est plutôt le matériel qui a tendance à casser avant que le bateau chavire. Ceci dit, pour simplifier cette vidéo, j'ai essayé de ranger les multicoques dans 3 catégories. La première que j'ai appelée de type spartiate, ça va être des catamarans de style Warham, mais aussi, pour parler de choses un peu plus modernes, Éric Le Rouge, Philippe Rivière vont dessiner des multicoques qui seraient arrangés dans cette catégorie. La catégorie confort et performance, alors là, ça va être plutôt des bateaux de style outre-mer, mais là aussi on va retrouver des bateaux d'Éric Le Rouge, des bateaux de Philippe Rivière et d'autres. Et puis la gamme grand confort, ou que j'ai appelé aussi maison sur l'eau. Et là, on va taper plutôt dans le style lagoon, fontaine, etc. Alors, les multicoques, ils vont un petit peu entrer dans l'histoire du nautisme français. Un jour de 1978, à l'arrivée de la route du Rhum, où Mike Birch a battu de 98 secondes Manilovski. Donc c'est la photo là que je vous montre ici. On voit le numéro 39, le petit bateau de Mike Birch, le petit trimaran, qui était un bateau de Nigel Irène et qui double Manilovski presque à la ligne d'arrivée. Donc à partir de ce moment-là, les multicoques ont acquis la réputation en France d'être des bateaux extrêmement rapides. On va voir comment on peut nuancer ceci dans la suite de la vidéo. Alors, après, en fait, les multicoques, c'était quand même déjà un peu connu avant, naturellement, parce que il y a des peuplades genre polynésiens, indonésiens qui utilisent les multicoques depuis très très longtemps. Mais même dans la plaisance moderne, il y avait eu des bateaux Warham qui, lui, dans les années 50, avaient fait déjà une traversée de l'Atlantique avec ce type de bateau et qui avaient commencé à le populariser bien avant qu'en France, on entende beaucoup parler des multicoques. Alors, je vais vous montrer un peu des bateaux types de mes 3 catégories. Donc, pour les Warham. Alors voilà, là, ça c'est un bateau de type Warham. Donc là, vous voyez qu'on est vraiment dans un confort un peu minimaliste. Vous voyez que le roof central, il est tout petit. Là, on y rentre à 4 pattes. Le bateau est très proche de l'eau.
Des intérieurs, là vous voyez un intérieur d'un voilier de type outre-mer ou d'un bateau de rivière, enfin ça pourrait être un peu de tous ces types de bateaux. Donc vous voyez qu'il y a de l'espace, mais que c'est quand même beaucoup moins volumineux en espace qu'un lagoon ou qu'un fontaine. Ici c'est à nouveau un Waram. Donc là, un Waram, on va dire, plus haut de gamme que le premier qu'on a vu. Donc après, il avait rajouté des roufs centrales, mais vous voyez que là, il n'y a toujours pas la hauteur Subaru, quoi. Donc ça reste quand même vraiment l'exemple type du multicoque qui a un confort relativement spartiate. Alors, je ne vais pas plus m'étendre sur Waram parce que vous bénéficierait un peu d'une vidéo à part, tellement ces catamarans sont extrêmement particuliers, entre autres parce qu'ils ont des liaisons souples, etc. Donc c'est vraiment des multicoques très très spéciaux, mais qui sont quand même beaucoup utilisés encore maintenant et qui ont fait le bonheur d'un paquet de tours du mondiste, quoi. Là, je montre une photo d'un bali qui est à quai. Donc là, vous voyez vraiment qu'on est plutôt dans le style confort maison sur l'eau. Vous voyez ici l'entrée du bateau. Je ne suis pas sûr que c'est un bali. Hein, si, je pense que c'est un bali. Mais vous voyez ici, par exemple, la hauteur Subaru dans la partie centrale, elle est de 2 mètres, 2 mètres 20, quoi. Donc là, on est totalement dans une autre dimension. Vous voyez que ce sont tellement des bateaux qui sont axés sur le confort, hein, vraiment le premier critère. Quand on a dessiné ce bateau, on a fait un cahier des charges. Ce cahier des charges devait répondre avant tout à une notion de confort et d'espace. Hein, je vous rappelle, dans mes vidéos précédentes, je vous disais que c'est les architectes qui déterminent les capacités des bateaux à tenir la mer, mais aussi on peut l'extrapoler à tout, le volume intérieur, etc. C'est les architectes qui font des choix. Et ils dessinent les bateaux suivant le cahier des charges soit d'un propriétaire, parce qu'il veut faire fabriquer un bateau à l'unité, donc il va avoir un architecte qui fait dessiner le bateau suivant ses critères, soit suivant le cahier des charges qu'a fait un chantier. Donc Lagoon, Beneteau, Bali, eux, demandent avant tout des bateaux où il y a énormément de volume. À tel point, donc, je disais, c'est que l'espace voile est souvent repoussé. Donc là, vous voyez, tout en bas, là, tout le premier étage, si je puis dire, ou le rez-de-chaussée, on va dire plutôt. Le rez-de-chaussée, c'est une partie à vivre. Vous montez là-haut pour avoir la partie navigation, quoi. Donc la voile est repoussée vers le haut. Donc vous imaginez bien que ça fait un bateau qui est quand même beaucoup moins stable qu'un bateau Waram, où les poids sont beaucoup plus centrés vers le bas, où la baume, elle est à 1 mètre au-dessus de l'eau, alors que là, elle est à 4 mètres au-dessus de l'eau. Alors, ça, ce sont un bateau de Nigel Irène, donc c'est des bateaux récents qui dessinent. Donc vous voyez là qu'il est resté quand même dans un style assez spartiate, un style toujours de bateau axé sur la performance. Donc là, un peu ces bateaux-là, les bateaux que moi j'ai appelés confort et performance, ou les bateaux un peu spartiates, on pourrait aussi les ranger dans une catégorie qui serait le bateau croisière rapide. Voilà. Donc le cahier des charges, c'est que ça doit être des bateaux performants avec plus ou moins de confort, suivant le cahier des charges. Voilà, toujours le même bateau. Là maintenant, je vais vous montrer un petit peu un bateau de Philippe Rivière que je trouve extrêmement intéressant. Donc là, vous pouvez voir que ce sont des bateaux qui, dès moins de 20 nœuds de vent, commencent vraiment à accélérer. Là, il est en train de faire des pointes à 30 nœuds, donc je suppose qu'il y a 25 nœuds de vent, 20, 25 nœuds de vent, quoi. Donc c'est des bateaux qui sont vraiment capables de performances élevées, quoi. Voilà. Ici, vous voyez le volume intérieur d'un de ces trimarans qui est construit en contreplaqué. Je crois qu'il avait dessiné celui-là dans les années 2000. Donc vous voyez qu'en espace intérieur, là, ce multicoque, ce trimaran, il a un volume intérieur qui est plus proche d'un monocoque de 45 pieds. Voilà. Donc vous voyez vraiment que pour les multicoques, on peut vraiment être dans un confort intérieur qui est proche d'un monocoque, à un confort qui est extraordinairement plus volumineux
en tout cas un espace à vivre qui est bien plus important que sur un monocoque, quoi. Après, quel que soit le multicoque, il y a toujours beaucoup d'espace à l'extérieur. Ça, c'est indéniable. Et quelle que soit la catégorie dans laquelle vous le rangez, vous avez toujours beaucoup d'espace à l'extérieur. Les trimarans sont ceux qui ont le plus d'espace. Donc moi, ce qui m'avait fait avoir envie d'acheter quand même un multicoque à l'époque où j'avais étudié cette solution, c'était que moi, ce qui m'intéressait, c'était les performances. Donc c'est pas vraiment un lagoon que j'aurais plutôt cherché, mais j'avais plutôt cherché des Warham ou des bateaux de rivière. J'avais d'ailleurs rencontré cet architecte qui est une personne fort sympathique et extrêmement compétente. Et, euh, et moi, ce qui m'intéressait, c'était les possibilités de vitesse et un grand volume sur le pont pour pouvoir avoir des choses comme un kayak ou un paddle, pouvoir les ranger le soir très facilement. Ce que je trouve qui est quand même un petit peu galère sur un monocoque, surtout quand on a un monocoque de moins de 9 mètres, quoi. De 9 mètres comme moi. Après, pourquoi j'ai pas acheté de multicoque? Tout simplement à cause du prix. Pour moi, c'est un prix trop élevé et un entretien trop cher. Alors, si on prend un peu, quand vous cherchez à acheter votre bateau, vous allez avoir des critères qui sont différents pour chacun, mais on peut souvent un peu, il y a les équipements intérieurs, l'espace qu'on peut avoir dans un bateau, la hauteur sous barreau, il y a des gens qui, pour eux, c'est important. Euh, Certains vont le budget naturellement qui est extrêmement important, la facilité de revente, les performances du bateau, la longueur du bateau, matériaux de la coque, etc., tirant d'eau, etc. Donc tous ces critères, chacun de vous va les ranger en leur mettant des coefficients d'importance qui sont personnels. Certains vont vouloir absolument un catamaran, enfin un bateau où il y a un maximum de volume intérieur. Ils vont vouloir que ça bouge pas au mouillage, ils vont vouloir, etc., etc. D'autres vont vouloir plutôt de la performance, etc. Comment, suivant ces critères, vous allez ranger les différents multicoques que je vous ai montrés? Et bien, plus le multicoque il est spartiate, plus il est économique, moins il coûte cher à l'achat, moins il coûte cher à l'entretien. Plus il est il monte en confort, plus il coûte cher d'entretien et plus il a coûté cher aussi d'achat. Et inversement, les performances, c'est dans l'autre sens. Plus le bateau il est dans la gamme confort, moins il est performant. Plus il va vers la gamme spartiate ou en tout cas euh, croisière rapide, plus il est performant, mais moins il a de confort, quoi. Alors, plus globalement, un petit peu, quels sont quels sont les défauts, on va commencer par les défauts, quels sont les défauts un peu des multicoques? Alors, les principaux défauts des multicoques. La structure. Il faut faire extrêmement attention à la structure, qui subit des contraintes, beaucoup plus qu'un monocoque. Quand un monocoque il prend une rafale de vent, il a tendance à gîter. Ça lui permet d'évacuer le surplus de puissance qu'il encaisse. Un multicoque, il peut pas gîter, donc il ne peut que transformer cet excédent de puissance en vitesse. Si le bateau est un bateau léger et performant de type rivière, il va accélérer. Mais si c'est un bateau de moyenne performance de style lagoon, il va avoir du mal à accélérer. Et là, dans le cas-là, c'est la structure qui encaisse, particulièrement le gréement. Ce qui explique un peu qu'il y a de nombreux dématages sur les multicoques. Mais la structure mais en plus du gréement, il y a aussi la structure en elle-même qui subit des contraintes. Donc on imagine bien, au niveau des poutres, tout ça, c'est quand même des énormes contraintes dès que le bateau il prend des accélérations de vent. Il y a aussi un autre facteur qui fait qu'un multicoque encaisse beaucoup de contraintes, ce sont les chocs de la mer. Alors particulièrement quand il est au près, quand il navigue au près, il y a des chocs qui se passent sous la nacelle centrale et qui ont tendance quand même à être violents et à abîmer le bateau. Donc ça veut dire qu'il faut savoir naviguer en levant le pied pour aller loin. Donc dès que vous utilisez votre bateau pour faire de la grande croisière,
et ben vous allez avoir tendance à lever énormément le pied pour ne pas fatiguer votre matériel. Mais aussi, quand vous achetez votre bateau d'occasion, il va falloir faire extrêmement attention à la structure du bateau, bien lever les planchers, bien regarder au niveau des cloisons qui souvent sont structurelles, donc s'il n'y a pas des problèmes de délamination. Là, je vous laisse un petit peu aller regarder sur YouTube, vous verrez qu'il y a quelques vidéos qui traînent où il y a des gens se sont fait méchamment arnaquer, si je puis dire, en achetant des multicoques qui étaient très abîmés, quoi. L'utilisation du moteur. Quand vous naviguez sur un Waram, vous n'avez pas besoin spécialement de moteur, mais quand vous naviguez sur des bateaux de type lagoon, donc là on est plutôt dans le concept maison, il est quasiment impossible de ne pas utiliser un moteur pour prendre des riz, quoi, par exemple. Donc moi, mon expérience, j'ai pas mal d'expérience sur des multicoques, mais essentiellement en fait sur des catamarans de style lagoon, fontaine, etc. Et sur ces bateaux, donc voilà, c'est quasiment impossible. On va pas dire que c'est impossible, mais c'est extrêmement difficile, voire quasiment impossible en tout cas, de prendre des riz sans utiliser le moteur. Le coût. Un multicoque coûte plus cher. Coûte plus cher à l'achat, parce qu'il y a eu 2 coques à fabriquer, ou 3 coques. Il y a la nacelle centrale, il y a les poutres, etc. Donc tout ça fait que le multicoque coûte plus cher à l'achat, parce qu'il a coûté plus cher à fabriquer. Il va aussi coûter plus cher d'entretien, plus cher de place de port, voire qu'il faut trouver une place de port, déjà, tout simplement. Et par exemple, si vous l'assurez tout risque, naturellement, l'assurance va être plus chère. Les multicoques, en plus, il y a vraiment 2 types de multicoques. Quand vous êtes dans les multicoques que j'ai dit de ce type Waram, vous êtes plutôt dans le multicoque léger. Quand vous êtes plutôt dans le type Lagoon, vous êtes plus dans le multicoque qui est lourd. Plus un bateau est lourd, plus on est obligé d'augmenter la surface de voilure pour qu'il garde des performances minimum. Ça, c'est un coût aussi. Donc souvent on dit que les bateaux coûtent cher par rapport à la longueur, mais on pourrait très bien dire que les bateaux coûtent cher par rapport au poids. Plus le bateau est lourd, plus il coûte cher d'entretien. Parce que les surfaces de voilure vont être plus élevées. Voilà, tout simplement. Donc si vous vous rappelez, hein, je vous disais là, les katas, là, le moindre coût, etc. Voilà, plus vous allez vers la gamme confort, plus ça coûte cher. Plus vous allez vers la gamme spartiate, moins ça coûte cher. Les avantages, il y a quand même des avantages énormes. Au mouillage, les multicoques les catamarans sont géniaux, quoi. Si vous êtes dans une baie où il y a un petit peu de clapot qui rentre, sur un monocoque, ça devient vite l'enfer. Sur un multicoque, ça reste très sympathique. Faut vraiment que le mouillage soit mal protégé pour que ça devienne infernal sur un multicoque. En mer, vous avez de l'espace à la cuisine. Vous pouvez poser votre plat il ne dégage pas parce qu'il n'y a pas de roulis, il n'y a pas de gîte. Par exemple, attention, cette notion de confort, elle est toujours à remettre en cause par rapport à vos sensations, à ce que vous mettez dans la notion de confort, quoi. Donc je veux juste rappeler à ce sujet que j'ai eu donc de nombreux équipiers sur des multicoques avec lesquels j'ai traversé l'Atlantique, et tous ne trouvaient pas les multicoques si confortables que ça, parce qu'ils étaient étonnés entre autres de la violence des chocs qu'ils subissaient dans une mer formée, au pré, et même au portant dès qu'il y a un petit peu de mer, quoi. Voilà, donc la notion de confort, elle est toujours à relativiser, et tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir, quoi, hein. Mais globalement, il y a plus d'espace dans un multicoque, et c'est quand même plus sympa d'y vivre, quoi. C'est quand même leur gros avantage. Alors attention aussi à un bémol, hein, comme je vous avais montré le trimaran de rivière, là où il y a un espace, un volume intérieur en tout cas, qui n'est pas plus élevé que sur un monocoque de 45 pieds. Voilà. Donc dans ce cas-là, un trimaran, ça peut ne pas être, entre guillemets, en tout cas offrir un confort, un volume intérieur plus élevé qu'un monocoque. Par exemple, les trimarans aussi, l'inconvénient de pouvoir se dandiner au mouillage. Donc eux perdent cet avantage qu'a le catamaran dans les mouillages, quoi. Donc
Il y a aussi un petit peu, on pourrait parler un petit peu du cas particulier des trimarans Nil, qui eux offrent un volume intérieur assez comparable à un catamaran, tout en gardant des performances plus élevées qu'un catamaran de ce type Lagoon, quoi. Donc, et la notion de performance, qui fait aussi partie des avantages que l'on peut avoir sur les multicoques. Mais là, bah, je pense que j'ai pas besoin de revenir dessus, hein, puisque la première partie de vidéo était quand même là-dessus. Là, vous voyez que les performances peuvent être extrêmement différentes entre un Lagoon et un bateau de Philippe Rivière. Donc là, on a un petit peu de tout, quoi. Moi, personnellement, j'aurais tendance à, mais là c'est mon avis personnel, à considérer qu'un catamaran Lagoon n'est pas plus performant qu'un monocoque qui serait de même taille, qui serait lui, en disant que si on met un catamaran Lagoon et qu'on le compare avec un monocoque performant à taille égale, le monocoque performant, pour moi, sera bien plus agréable et plus rapide, quoi. Il y a aussi une autre chose à dire, le plaisir de navigation. Le plaisir de navigation est extrêmement différent aussi. Si vous êtes sur un lagoon, il y a assez peu de plaisir de navigation. Si vous êtes sur un catamaran, un multicoque par exemple de rivière, le plaisir de navigation est là réel, avec des magnifiques sensations. Donc voilà, je vais un peu conclure cette vidéo là. Donc voilà, si on peut faire une conclusion, donc le multicoque est en règle générale offre un espace sur le pont bien supérieur à celui d'un monocoque. Il offre très souvent un volume intérieur supérieur à celui d'un monocoque. Il a des nets avantages de confort, mais ces notions sont aussi à relativiser suivant la gamme de catamaran ou de multicoque que vous prenez. Et aussi les notions de vitesse. Croire que depuis que Mike Birch a gagné la route du Rhum, croire que tous les multicoques sont rapides serait une erreur. Il y a des multicoques qui ne sont pas spécialement plus rapides qu'un monocoque. Alors je coupe la petite vidéo parce qu'au montage je me suis aperçu que j'ai oublié un petit point. Sur les catamarans de type Lagoon, il y a vraiment un point qui est, moi je trouve, négatif, c'est les difficultés à manœuvrer. Alors, parce qu'il n'y a pas que le problème du moteur, il y a aussi des fois l'inaccessibilité de la voile. Vous voyez que sur ces bateaux, on axe tellement sur le confort, enfin le volume, que la baume se retrouve à une grande hauteur. Dès que vous avez des problèmes, par exemple pendant une prise de riz, ou si vous cassez la balancine, ou s'il y a une bosse de riz qui se coince, etc., vous pouvez vite vous retrouver à avoir des difficultés simplement à atteindre la voile. Voilà. Donc je trouve que ce n'est pas des catamarans qui sont à mettre entre les mains, ou en tout cas, faites attention si vous avez des difficultés à, à vous déplacer, à faire un peu d'acrobatie. Tant que tout se passe bien sur ces bateaux, c'est très facile. Mais s'il y a des problèmes, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Et parfois, ils n'ont pas vraiment été bien conçus de ce point de vue, avec une certaine inaccessibilité des voiles et des difficultés à réparer et entretenir, surtout si le bateau est en mer, quoi. Voilà, et un autre point aussi qui fait que les multicoques sont aussi plus lourds, enfin plus, pardon, pas plus lourds, mais plus chers à entretenir, c'est que sur un catamaran, il y a deux moteurs. Voilà, si vous deux moteurs à entretenir, ça coûte plus cher que sur un monocoque où il n'y aurait qu'un seul moteur à entretenir, ou sur un trimaran où il n'y a qu'un seul moteur. Voilà, et écoutez, c'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite de belles navigations et on se retrouve pour les prochaines vidéos.